Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, hein, selon le pays dans lequel vous êtes actuellement. Et bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième focus du cycle régulier de webinaires de l'AUF sur l'actualité scientifique francophone qui sera donc ces 13 et 15 avril consacré à la place de l'agenda 2030 et des 17 objectifs de développement durable au sein des universités, en lien avec les partenaires, notamment du programme actif de l'AUF, qui est lui-même dédié à l'agenda 2030 et à l'innovation sociale pour la francophonie universitaire. Alors aujourd'hui, avec nos 5 intervenants, que je salue chaleureusement, nous allons expliquer pourquoi l'urgence sociale et environnementale est déjà bien là, renforcée d'ailleurs par la pandémie, et confronte donc tous les acteurs de la société, et donc également le monde universitaire sur tous les continents. Et nous tenterons de clarifier comment les universités peuvent agir, contribuer et se transformer avec leurs écosystèmes pour un monde plus durable et plus juste, où, c'est justement l'objectif de l'agenda 2030, la pauvreté serait éradiquée, la planète protégée et la prospérité partagée par tous. Donc c'est un beau programme, mais un long chemin reste encore à parcourir. Donc, la deuxième partie de ce focus aura lieu ce jeudi 15 avril à la même heure, à 16 h de Paris, et permettra de poursuivre les échanges avec de nouveaux intervenants sur des expériences concrètes menées au sein des universités, afin d'en extraire la démarche mise en place et d'inspirer ainsi les universités francophones pour s'engager à leur tour vers la durabilité. On a donc bien 2 webinaires, celui d'aujourd'hui et celui de jeudi, qui sont liés et qui traiteront sous différents angles du rôle essentiel joué par les universités dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors pour aujourd'hui, pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir donc Johanna Awari-Bourgeli, qui est avocate, médiateur et formatrice en médiation et communication relationnelle à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban, à l'Institut catholique et au CNAM. Elle est fondatrice et directrice du Centre de médiation de l'Université Saint-Joseph et membre de plusieurs organismes internationaux en médiation et membre également du conseil scientifique Conseil scientifique du Centre de médiation de Paris. Nous accueillons aussi Sarah Prince-Robin, actuellement chargée de mission auprès du commissaire général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique. Elle a été conseillère diplomatique et chef de cabinet du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et a lancé notamment l'initiative de l'Alliance mondiale Pact for Impact. Elle est également membre du mouvement d'entrepreneurs sociaux Catalyst et vient d'être nommée dans le top 100 du réseau Euclide des femmes engagées pour l'innovation sociale. Bravo Sarah. Nous avons aussi Sarah Marniès, qui est responsable du campus AFD, Agence française pour le développement, qui propose une offre pédagogique originale dédiée aux transitions sociales et environnementales. Sarah Marniès est docteure en économie du développement et a travaillé dans les politiques d'aide au développement à l'AFD, au ministère des Affaires étrangères et à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. J'accueille aussi Florence Drouy, qui travaille à la délégation développement durable du ministère de l'écologie pour la transformation des politiques publiques dans le cadre de la transition écologique et solidaire, notamment à travers les questions d'éducation et de formation. Florence est docteure en géographie. Elle a auparavant travaillé sur les questions de politique sociale du logement, comme par exemple sur les écoquartiers. Et enfin, Gaël Mingui, directeur du développement des relations internationales du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Docteur en neurobiologie, Gaël a participé à 2 rapports ministériels sur la société apprenante et a lancé notamment l'initiative Learning Planet avec l'UNESCO. Gaël est aussi membre du conseil de CITEC, du COMEX de la Global MOOC Alliance et du conseil scientifique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Donc bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. Alors, pendant tout webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou en utilisant le bouton questions-réponses. On va garder à la fin du webinaire un petit temps pour tenter d'y répondre. Katinka Birnin, qui est avec nous aussi, que je remercie, publiera dans le chat au fur et à mesure de nos échanges les liens de référence sur les sujets que nous allons aborder afin que vous puissiez avoir toutes les informations détaillées par la suite. Voilà, donc pour cette courte introduction, j'invite maintenant Sarah Marniès pour notre première question.
Donc, Sarah, les 17 objectifs de développement durable, déjà, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi la réalisation des ODD au sein du monde universitaire est une urgence actuellement? Bonjour tout le monde. Les 17 ODD, c'est l'agenda du développement durable qui a été adopté par les États membres des Nations Unies en août 2015. Il faisait suite à l'agenda des OMD, les ancêtres des ODD, ces OMD qui étaient nés au début des années 2000 en faisant ce constat que la mondialisation dans laquelle on était ne résolvait pas tous les problèmes, loin de là, et en créait même de nouveaux, puisqu'on sortait de cette période très terrible d'ajustement structurel pour les pays africains, générateur de situations de pauvreté très grandes. Donc, ces OMD essayaient de rassembler les pays du monde autour de cet objectif d'éradiquer, de lutter contre la pauvreté en grande partie. On avait 10 objectifs qui étaient vraiment sur cet agenda social de lutte contre la pauvreté. En 2015, la situation a réellement changé. On est dans un monde qui montre sa finitude. Donc, on est vraiment dans une histoire différente. On est dans un monde qui prend conscience que finalement, on est tous dans une situation extrêmement compliquée. Cette finitude, on la mesure avec notamment ces limites planétaires qui sont un système qui a été conçu en 2009 par une équipe de chercheurs avec Rockström à sa tête. Et ces limites planétaires, au nombre de 9, elles montrent comment des seuils, s'ils sont dépassés, mettent en péril les équilibres, les systèmes dans lesquels on vit. Et on voit aujourd'hui que 4 de ces limites sont dépassées, en particulier évidemment celle qui concerne le climat. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est à plus de 1 degré d'augmentation par rapport à la situation pré-industrielle. On s'aperçoit que si on atteint 2 degrés, ce qui va quasiment certainement arriver en 2040, on va atteindre des situations avec des effets de bascule, des tipping points, qui sont des moments dans lesquels, des points dans lesquels les systèmes ne sont plus prévisibles. On ne sait pas ce qui va se passer. Des enchaînements de situations risquent de mettre en péril les systèmes. Donc, on est dans une situation très critique où on pourrait atteindre plus 7 degrés en 2100, et plus 7 degrés, c'est une catastrophe pour les écosystèmes, l'Amazonie qui devient une savane, des espèces qui disparaissent. Alors, c'est très lié à la perte de biodiversité. Normalement, la perte de biodiversité, c'est 10 espèces pour 1 million. Là, on est à 10 à 1000 fois plus. Donc, on est vraiment dans des situations extrêmement critiques. Donc, la conclusion de toutes ces observations, c'est qu'on est tous les pays du monde, en position de développement durable, et que c'est ensemble tous qu'on doit se fixer des objectifs. On fixe donc cet objectif, cet agenda de 17 objectifs. 3 grandes différences caractérisent cet agenda. Il concerne tous les pays du monde. Il concerne beaucoup de secteurs, et on n'est plus sur le social, on est sur le social, sur l'économique et sur l'environnement. On est sur prospérité, on est sur paix aussi qui est intégré, mais on est sur people, planète, on est sur un agenda qui intègre les différentes dimensions du développement durable, et on est sur un agenda qui tient compte de la complexité et qui explique qu'il faut vraiment travailler sur les liens entre ces ODD. Très grande évolution également. On prend conscience que c'est ensemble, avec la société civile, les entreprises, l'ensemble des parties prenantes, qu'on va résoudre cet agenda, qu'on va essayer de résoudre cet agenda, d'où l'importance d'intégrer les universités, en particulier les étudiants, au même titre que l'ensemble des citoyens du monde, pour se retrousser les manches et pour essayer d'apporter des solutions collectives à ce grand programme ambitieux qu'est cet agenda du développement durable.
Merci, Sarah. Voilà en quelques mots. Merci, Sarah. Le message de l'urgence est bien passé. Florence, que peux-tu nous dire sur ce qui est fait actuellement pour répondre à cette urgence au sein du ministère dans lequel tu travailles et notamment sur les questions liées à l'enseignement supérieur? Oui, alors Sarah vient de rappeler l'urgence effectivement d'accélérer la transition de notre société pour aller vers un modèle, comme elle disait, plus inclusif, plus respectueux de notre environnement et aussi plus respectueux des engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Et donc, je vous indiquerai dans le chat un lien vers notre rapport sur l'état de l'environnement de 2019 qui a été fait au ministère et qui met bien en lumière la situation de la France au regard des limites écologiques de la planète, mais aussi des chemins de transition écologique et solidaire qu'on peut emprunter. Et comme rappelait Sarah aussi, donc l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable donne un cadre pour ces chemins de transition qui peuvent répondre à cette urgence écologique. Et le ministère donc, de la transition écologique a organisé et coordonné plusieurs groupes de travail et regroupant, là aussi je rejoins tout à fait Sarah, l'ensemble des acteurs de la société française pour construire une feuille de route nationale qui s'inscrive dans ce cadre. Donc elle a été adoptée en 2019. Et donc, cette feuille de route, elle dessine les grandes transformations à mener, mais elle a surtout lancé une dynamique de passage à l'action pour atteindre les objectifs de développement durable, avec la volonté vraiment d'embarquer un maximum d'acteurs en constituant une communauté, puisque face à l'ampleur des défis écologiques qui ont été rappelés, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de jouer sur tous les leviers et à toutes les échelles. Et donc, on a défini six grands enjeux dans cette feuille de route, dont l'un d'entre eux est l'éducation et la formation aux objectifs de développement durable tout au long de la vie pour permettre un changement des comportements. Et on indique bien dans la feuille de route que c'est toute la société qui doit évoluer, mais qu'il y a quand même un enjeu particulièrement fort à sensibiliser et à former les nouvelles générations aux défis socio-écologiques et aussi à développer de nouvelles façons d'apprendre. Mais ça, je laisserai Gaël Mingui le développer pour qu'il soit en capacité de résoudre collectivement donc, les problèmes extrêmement complexes qu'on a avec l'urgence écologique. Donc, un enjeu tout particulier pour le monde universitaire, ce sont les établissements de l'enseignement supérieur qui sont les plus au contact de la jeunesse diplômée ou en passe de l'être, une jeunesse qui est particulièrement active, impliquée, mais aussi quand même très inquiète vis-à-vis des enjeux de la transition écologique. Et aux côtés de cette mobilisation étudiante, moi, ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi des universités et des écoles de l'enseignement supérieur qui sont de plus en plus nombreuses à intégrer cette urgence. À titre d'exemple, on anime un club développement durable des établissements publics au ministère et pour la première fois, on a reçu la demande d'adhésion de 3 universités. On a aussi de plus en plus d'établissements de l'enseignement supérieur qui s'engagent dans la labellisation des DRS, donc un label adossé aux objectifs de développement durable qui valorise l'engagement des établissements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, donc sur la base d'un référentiel commun. Porté par les conférences des grandes écoles, conférences des présidents d'université et donc le ministère de la Transition écologique est dans le comité de labellisation, ainsi que des étudiants et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et justement, le ministère de l'Enseignement supérieur, lui aussi, vient d'engager la seconde phase du groupe de travail présidé par le climatologue Jean Jouzel et qui porte sur la sensibilisation et la formation vraiment de l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur aux enjeux de développement durable, aux ODD. Donc, bien sûr, le ministère de la Transition écologique participe à ce groupe de travail. On a aussi des représentants des étudiants et avec un objectif de construire de nouveaux référentiels de compétences qui intègrent bien les objectifs de développement durable. Et puis, dernier point, la prise de conscience de l'urgence à intégrer les ODD dans l'enseignement supérieur s'est manifestée dans le cadre du projet de loi climat et résilience qui est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, on a plusieurs articles qui concernent les enjeux d'intégration du développement durable dans les enseignements et formations, y compris pour le supérieur. Et c'était assez frappant et encourageant d'entendre lors des débats de nombreux députés ayant déposé des amendements, citer les objectifs de développement durable et demander à les intégrer dans le texte de
la loi concernant les formations. Donc, une urgence aujourd'hui face aux défis socio-écologiques, mais une prise de conscience vraiment à une mise en action qui s'accélère, me semble-t-il, à tous les niveaux, y compris dans le domaine de la recherche que je n'ai pas trop pu développer. Merci Florence. Oui, en effet, hein, toutes les parties prenantes s'engagent, comme ça a été dit aussi par Sarah. De toute façon, nous n'avons pas le choix, ça doit être collectif et on le sent aussi à l'Agence universitaire de la francophonie, de plus en plus d'universités s'engagent, souhaitent s'engager, cherchent à savoir comment s'engager aussi hein, dans cet agenda parce qu'on peut le connaître, mais les façons de faire pour avancer ne sont pas toujours simples à percevoir. Donc, ce webinaire aussi va permettre de donner des pistes aussi pour concrétiser un peu cet engagement dans des actions réelles. Alors, face à cette urgence, donc, Claire, les universités, en tant que partie prenante de la société, se positionnent et souhaitent agir en faveur des ODD. Gaëlle, comment dirais-tu que les universités peuvent contribuer à la réalisation de cet agenda? Quelle est ton expérience au CRI? Merci Muriel. En un mot, elles peuvent être centrales. Elles peuvent être les véritables réacteurs de la transition. En fait, je voudrais revenir à... Il y a une question dans le chat qui me paraît très pertinente. J'aimerais savoir ce que c'est qu'une transition écologique. Moi aussi, j'aimerais bien savoir, parce que tout le monde parle de transition, et la transition, ça suppose qu'on part d'un point A et qu'on va vers un point B. Or, personne ne connaît le point B. Ce qu'on sait, c'est le point B qu'on veut éviter, qui est un point de cauchemar, où il y a des centaines de millions de morts pour des raisons de famine, pour des raisons de sécheresse, pour tout un tas de raisons d'effondrement des écosystèmes. Sarah a bien présenté un tableau qui peut être assez dramatique, notamment à cause de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique. Il y en a bien d'autres, la montée des inégalités, l'épuisement des ressources. On est dans une structure de civilisation qui n'est pas durable. Voilà, c'est ça, c'est acté depuis 72. Et chaque année qui passe, on se rend un peu plus compte que on ne va pas dans le bon sens. Donc, on a besoin de transformer nos civilisations. C'est aussi simple que ça. On a besoin de les transformer, mais radicalement. On a besoin de changer notre système énergétique, notre système de consommation, notre système de production, nos systèmes agroalimentaires, nos systèmes sociaux, nos systèmes politiques, la réflexion même sur ce que c'est qu'une économie doit évoluer. Donc, c'est ça la transition, entre guillemets. C'est-à-dire, on doit aller d'un point A qui porte plein de risques vers un autre point, vers un autre futur dans lequel on pourra tous vivre en paix. Et ce point-là, il est à définir et à travailler ensemble. Alors pourquoi je me permets de reprendre tout ça? Parce qu'en fait, les universités, c'est les lieux historiquement où se construit le savoir, parce il y a des laboratoires de recherche, et où se font les enseignements du savoir chaud pour pouvoir justement essayer d'aller plus loin. Donc, idéalement, les universités et les grandes écoles, l'ensemble de l'enseignement supérieur pourraient jouer un rôle central dans cette transition, parce que c'est dans ces laboratoires de recherche, dans ces cours, au contact des étudiants, qu'on doit pouvoir forger les savoirs utiles pour demain, pour justement infléchir toutes ces trajectoires et aller vers un autre futur, dessiner un autre futur. Mais ça demande que les universités changent elles aussi radicalement de manière de faire. Et c'est un petit peu là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les besoins sont considérables, les besoins de la planète, mais aussi les besoins de formation. En fait, les jeunes sont évidemment très préoccupés par cet avenir qui est à construire et ils sont très demandeurs de cours sur le sujet, de participer à des actions là-dessus et bien peu encore d'universités ou d'établissements enseignement supérieur est en mesure de pouvoir le faire. Hein. Si on prend les deux chiffres, moi qui m'ont frappé, d'après l'enquête du REFED en novembre dernier, il y a 70% des jeunes qui veulent avoir des cours là-dessus et 95% qui estiment que c'est essentiel pour trouver un emploi. Donc la transition est au cœur évidemment de toutes les préoccupations et ils ont bien raison. Et dans le même temps, le Shift Project nous dit qu'il y a de l'ordre de 10% des universités d'enseignement ou des grandes écoles qui sont capables de donner ce type de cours. Et encore, ce n'est pas pour tous les enseignements. Donc on a un déséquilibre là qu'il va falloir combler. Donc il va falloir énormément de travail pour pouvoir justement fournir les cours correspondants, mais bien au-delà de ça, ce n'est pas simplement avoir des nouveaux cours. C'est penser l'apprentissage autrement. C'est travailler ensemble à la co-création, comme Sarah l'a bien dit, pour une raison simple, c'est que la taille des enjeux auxquels on est confronté est juste absolument titanesque. Ça demande de mettre en commun des savoirs qui viennent de plein de disciplines différentes, et ça, l'université, elle ne sait pas très bien faire.
Elle sait très bien être spécifique sur un sujet, donc vous saurez tout sur les nanomatériaux, mais vous ne saurez pas nécessairement comment contacter un collègue pour appliquer ça à la purification de l'air, le contrôle du CO2 et l'accès aux nappes phréatiques. Ça, c'est des choses qui sont trop compliquées. Or, pour les réponses auxquelles on doit maintenant travailler tous ensemble, il y a nécessairement besoin de fertiliser énormément de disciplines du savoir qui sont pour l'instant cantonnées. Donc l'université, elle est face à une révolution, alors en tout cas une transformation, et elle doit s'appuyer sur ses étudiants, elle doit s'appuyer sur toutes les forces sur lesquelles elle peut compter, dans les bassins d'emploi, sur les expertises qui sont extérieures, et en fait, ça doit être un nouveau creuset de construction de savoir pour cette durabilité. Merci Gaëlle. Oui, en effet, hein, je pense que là, tes propos vont intéresser les universitaires qui nous suivent. Et en effet, l'interdisciplinarité, par exemple, qui a l'air toute simple, est très difficile à mettre en place au sein des universités, puisqu'on a des facultés souvent qui sont par silo, les maths, les sciences. Là, hein, donc, c'est très difficile de créer des liens, même si, évidemment, de nombreux établissements commencent déjà à y travailler. Alors, pour rentrer, peut-être donner un exemple concret. J'espère, Johanna, que ta connexion va tenir. Hein. Tu es au Liban, on te voit revenir, partir, revenir. Hein. C'est pas grave. On espère que tu vas bien tenir. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler du projet médiation Oui, à la paix, donc, qui est mené dans l'université Saint-Joseph de Beyrouth. L'ODD paix, hein, l'ODD 16 a été cité déjà par plusieurs intervenants. Il est évidemment essentiel pour un monde durable. Donc, je te laisse en parler. Merci. Oui, d'abord, je suis désolée, oui, parce qu'on a un problème de connexion, c'est très instable, mais bon, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout. Donc, pour reprendre un peu ce que disait Gaëlle, je trouve que c'est très important que les universités, justement, c'est un lieu de construction du savoir. Mais pour moi, ce n'est pas simplement du savoir, du savoir-faire ou des compétences, mais également du savoir-être. Donc, l'exemple un petit peu qu'on a mis en place au Centre professionnel de médiation, qui est un centre rattaché à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, c'est que nous cherchons vraiment, dans le cadre de l'ODD 16, qui est justice et paix, à promouvoir une éducation à la paix et à la citoyenneté par le biais de formations, d'ateliers, d'initiation à la médiation, à la communication non violente. Donc déjà, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons introduit dans le cursus universitaire à l'Université Saint-Joseph, dans différentes facultés, des matières optionnelles de communication non violente, d'éducation à la citoyenneté et de médiation. Et d'autre part, on a mis en place également un projet depuis 2016 avec l'Agence universitaire de la francophonie, donc le bureau du Moyen-Orient, et le bureau de l'UNESCO à Beyrouth. C'est un projet donc de dialogue interculturel. Et dans le cadre de ce projet, on a déjà formé pour le moment 900 étudiants qui proviennent de différentes universités au Liban, Syrie, Jordanie, Soudan, et également des enseignants. On a formé 200 enseignants qui travaillent ensemble et qui sont formés justement à ce savoir-être relationnel. Donc notre objectif, c'est vraiment de former des artisans de paix et de former un savoir-être, parce que j'insiste, c'est très important, et c'est comme ça que nous pouvons guider justement les jeunes à devenir des citoyens responsables et solidaires et surtout proactifs dans la construction d'une société qui va être plus juste et plus équitable. Donc on est là vraiment pour les guider et pour les former. Donc ça, c'est vraiment 2 projets dans le cadre de l'ODD 16. Merci Johanna. Oui, et puis surtout que dans la région du Moyen-Orient, évidemment, hein, vous faites face aussi à différentes crises qui font que, bien sûr, la question de la paix et de la justice est d'autant plus prégnante et nécessaire au développement durable du coup des pays concernés. En tout cas, c'est un très bel exemple de réussite menée au sein de l'université pour les étudiants et les enseignants. Alors donc, il existe des dispositifs, des outils, comme on l'a vu, des projets comme celui que vient d'écrire Johanna, des programmes hein, comme celui d'Active que j'ai cité au départ. Et si on peut aller un petit peu plus loin encore sur le comment, Gaëlle, peux-tu nous présenter des moyens ou un dispositif que vous déployez au CRI ou avec le CRI qui existe pour accompagner les universités sur le chemin de la durabilité? Oui, je peux brièvement parler de plusieurs choses qu'on fait et que d'autres personnes font. Et je vais commencer par revenir sur le week-end dernier. Donc là, samedi dimanche, il y avait la COP2.
La COP2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rassemblement d'étudiants qui viennent de différentes universités, de grandes écoles, pour voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire à leur échelle pour pouvoir transformer le système dans lequel ils sont. Et donc, ils ont fait des partenariats avec 70 universités et grandes écoles pour pouvoir faire remonter du terrain des propositions sur comment est-ce qu'on peut transformer les choses. Donc, ils en ont fait un livre blanc qui est accessible depuis ce week-end. Donc, je vous conseille. C'est une liste qui peut sembler, qui est assez exhaustive. Hein, c'est un gros pavé. Et donc, dedans, on peut trouver énormément de choses. Ça fait une sorte de synthèse à date de ce qui se fait dans l'enseignement supérieur français. Alors, c'est à mon avis très intéressant à deux titres. D'une part, c'est parce que on commence à avoir des... Là, c'est l'avatar le plus récent. Il y en a d'autres qui ont été faits avant, parce que les étudiants sont très mobilisés. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est fait par les étudiants. Et pour moi, c'est absolument central. C'est-à-dire qu'au CRI, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec les étudiants. On a développé nos programmes avec les étudiants, on les a réformés grâce aux étudiants, et en réponse à leurs besoins, on essaye d'être au plus près. Donc moi, je dirais que le cadre général de la manière d'aborder ces sujets, c'est que si on fait confiance aux étudiants et qu'on co-construit avec eux les formations dont ils ont besoin, déjà on fait un grand pas. Et ça, c'est une méthode qu'on a essayée depuis 15 ans et qui fonctionne relativement bien. Donc, pour être plus précis, sur les dispositifs, on peut en citer deux. D'une part, on fait partie de l'Université de Paris, qui nous a confié le mandat de créer des dispositifs qui permettent d'aider l'Université de Paris à se transformer. Donc ça, j'y reviendrai peut-être après. Je pense que c'est très intéressant de voir que l'université peut se doter de moyens pour pouvoir penser sa propre transition. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais c'est très courant dans d'autres organisations, dans le privé par exemple. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça ne se fera pas spontanément. Il faut vraiment dédier des ressources, du temps, des moyens. L'autre chose, c'est qu'on saura beaucoup mieux faire si on est plusieurs. Et a fortiori, si on arrive à échanger ce qu'on sait faire. Donc, on a mis en place l'initiative Learning Planet avec l'UNESCO, qui est une plateforme mondiale pour identifier, promouvoir et mettre à l'échelle les dispositifs de transformation et les dispositifs de pédagogie pour la durabilité qui peuvent aider à transformer les systèmes. Et comme on a une approche systémique, ça couvre aussi bien le primaire, le scolaire que l'université, parce qu'on apprend à tous les âges de la vie. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et une des choses que nous enseignent les contraintes dans lesquelles on est, c'est qu'on ne s'en sortira bien que si on est capable de repenser la manière dont s'élaborent les savoirs, ce que je disais tout à l'heure, et la manière dont on les co-construit. Et cette notion-là, à mon avis, elle est absolument centrale. On doit apprendre les uns des autres, on doit apprendre de nos étudiants, on doit apprendre des personnes qui sont autour de nous dans nos bassins d'emploi, et en fait, chacun peut contribuer à l'édifice. Et de ce point de vue-là, dans la transformation des universités, je pense que cette verticalité qu'on a depuis le XIIe siècle, au moins, elle est mise à mal en partie, et ça, c'est compliqué pour beaucoup de nos collègues. Et pourtant, c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir des structures qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus fécondes, beaucoup plus capables d'apprendre et de fertiliser. Donc, ce passage de la verticale à l'horizontalité, à mon avis, c'est ça qu'il faut accompagner maintenant au sein des enseignements supérieurs. Oui, merci Gaëlle. Je profite pour rebondir sur certaines questions. Hein. Il y a eu beaucoup de réactions notamment sur comment intégrer les ODD dans une formation. Est-ce que c'est sur une seule filière? Est-ce que ça doit être interdisciplinaire ou transdisciplinaire? Donc tout à l'heure, on pourra y revenir. On reviendra aussi sur la question des étudiants, qui évidemment est centrale, puisque les étudiants sont des moteurs des transitions, souvent plus que les cadres ou les enseignants. Mais donc, pour la question de l'enseignement des ODD, évidemment, c'est un débat. Les plus grands défenseurs, les plus convaincus, prônent évidemment que les ODD infiltrent l'ensemble des filières, que ce soit transversal et que l'enseignement au développement durable puisse s'appliquer dans n'importe quelle filière. Il y avait une question sur comment apprendre l'ODD si je suis formée me forme aux ODD quand on me forme aux filières de la communication. Voilà, ça doit être normalement quelque chose qui est infiltré et inséré dans l'ensemble des disciplines. Alors, Sarah, de la même façon, quels sont les dispositifs que tu pourrais décrire qui sont portés par le campus AFD?
ton micro. Excusez-moi. Alors, au campus AFD, la mission qu'on nous a confiée, c'est d'accompagner les acteurs du développement. Donc, c'est très large comme public, mais on n'est pas sur les étudiants, on est sur des personnes qui sont en charge de porter des projets ou des politiques de développement ou des entreprises, des programmes. Donc, on est vraiment sur un public qui est en formation continue. On travaille avec les universités parce que donc on a repensé cette mission en se posant la question de qu'est-ce que ça veut dire accompagner les acteurs du développement aujourd'hui. Pour revenir à ce que disait Gaëlle, accompagner des acteurs aujourd'hui, c'est les accompagner dans des processus de transition. Le sens de leur mission, c'est d'accompagner ces transitions vers le développement durable, quelle que soit leur position, leur boulot, leur contribution à ces transitions. Donc, on est face à ce sujet, comment on accompagne des transitions, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une transition. Donc, on a vraiment réfléchi aux compétences, et ça, on ne l'a pas fait tout seul, évidemment. Le CRI est une ressource incroyable pour arriver à penser les compétences importantes pour mettre en œuvre les transitions. Par exemple, ce sont des sujets aujourd'hui très fortement étudiés sur les compétences 21e siècle dans le monde dans lequel on est, de quoi on a besoin pour être capable de penser le changement, étant donné tout ce qu'on sait aujourd'hui sur notre cerveau, les schémas dans lesquels on agit, notre aveuglement, etc., etc. Donc, on a travaillé sur des formations avec cette idée d'impact derrière. Donc, ça veut dire co-construire des formations avec des partenaires au Sud pour essayer de les implanter dans les universités et pas les implanter, les co-construire au Sud sur ces à la fois nouvelles compétences et nouvelles pédagogies. Donc, on s'est vraiment posé la question d'apprendre quoi et apprendre comment pour accompagner les transitions. Et donc, on met en place des formations aujourd'hui qui touchent à des compétences très larges, savoir, il faut vraiment comprendre les enjeux dans lesquels on est, la révolution anthropologique à l'œuvre, tout ce sujet du monde dans lequel on vit, savoir-faire, parce qu'évidemment, il faut des compétences techniques pour mettre en œuvre ces projets dans des collectivités locales, dans des startups, dans un ministère, etc., etc. Et puis, compétences 21e siècle, savoir-être, je sais comment être un peu plus créatif, je sais comment collaborer, parce que collaborer, c'est indispensable aujourd'hui pour penser ensemble et travailler ensemble. Je sais comment mettre en place des dispositifs d'intelligence collective qui sont au cœur des solutions, etc., etc. Donc, on développe des parcours qui mixent ces compétences et qui sont à la fois digitaux, présentiels. On met beaucoup l'accent sur le présentiel et sur des pédagogies engageantes. Donc, pour répondre un peu concrètement à quoi peut ressembler une formation sur les ODD aujourd'hui, alors nous, on a par exemple proposé un portail e-campus sur lequel on met des connaissances, des vidéos, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui d'intéressant, de pertinent en libre accès sur ces sujets de c'est quoi les enjeux et comment, c'est quoi ces transitions qu'il faut mettre en place et comment il faut les mettre en place. Donc, on a un accès à des ressources et puis ensuite, on travaille par exemple sur une formation, mettre en place l'agenda du développement durable dans les Outre-mer avec Make Sense, avec Kedge, avec des partenaires qui permettent de rassembler des coalitions d'acteurs du territoire, un maire, un entrepreneur, un responsable d'association, des étudiants aussi qui font partie de ces groupes. Et apprendre les ODD, c'est comprendre cet agenda, mais c'est aussi le mettre en œuvre et comprendre comment, dans mon métier, dans mon activité au quotidien, je deviens moi acteur de cet agenda du développement durable. Donc, la pédagogie par projet, par mise en œuvre de cet agenda au quotidien, elle est très, très importante parce que c'est en créant une envie
de transformer ces manières de faire et de faire ensemble. On voit comment un maire découvre qu'une association peut changer sa manière de travailler au quotidien et comment il va finalement considérer de manière très différente les acteurs de son territoire pour porter l'agenda du développement durable. Donc, on s'aperçoit que les formations aujourd'hui, c'est des lieux dans lesquels on réfléchit ensemble à la mise en œuvre de cet agenda. Et il y a pas mal d'exemples. Il y a un exemple, l'école d'été des ODD, sur lequel on travaille ensemble. Avec Gaëlle, Muriel, toi aussi, tu es là-dedans. C'est des moments de réflexion collective sur comment je définis ensemble une question de recherche sur les ODD et comment l'intelligence collective est clé pour que ces compétences de chacun soient au service de la résolution de problèmes complexes. Donc, c'est des méthodes qui sont vraiment adaptées à la complexité et à la manière dont chacun d'entre nous doit évoluer pour être capable de répondre à cette complexité et aux défis qui se posent dans la complexité. Oui, hein, donc ce qui ressort, il y a quand même des contours qui commencent maintenant à se détacher. Donc, on voit que c'est interdisciplinaire, transdisciplinaire, collaboratif, collectif. C'est sur l'être, sur le savoir. Donc, vous voyez que chaque intervenant finalement fait ressortir ces points-là qui sont clés pour travailler n'importe quel type d'action qui mène vers un monde plus durable et plus juste. Alors, pour descendre toujours un petit peu dans des exemples bien concrets pour qu'on ne soit pas que dans la réflexion théorique, Sarah Prince-Robin, donc, tu voulais nous donner un exemple sur le travail qui peut être fait autour de l'égalité des sexes, donc l'ODD 5, notamment que tu as vécu à Montréal. Donc, est-ce que tu veux nous parler de cette expérience? Merci. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. C'est vrai que parfois, en tout cas, c'est un des écueils qu'on peut avoir quand on parle d'objectifs de développement durable, ODD. Beaucoup de gens imaginent que la transition écologique, l'environnement, etc. Mais c'est important d'avoir cette pluralité, ça a été rappelé beaucoup de fois par les précédents intervenants. Et c'est vrai qu'on peut aussi en parler dans l'ODD 5, qui d'ailleurs peut ensuite avoir des incidences sur beaucoup d'autres ODD, sur la pauvreté, etc. Et le rôle des universités peut être prépondérant. Et c'est vrai que quand on a préparé cette intervention, j'ai tout de suite pensé à une campagne qui a été faite en fait au Québec avec 35 établissements et associations étudiantes universitaires au Québec en 2016 qui en fait ont lancé une campagne provinciale sans oui, c'est non. Et donc l'idée évidemment, vous vous en doutez, c'était de lutter en fait sur la question des violences à caractère sexuel qui font souvent la manchette des journaux, notamment lors des fêtes universitaires, etc. Et c'est vrai que du coup, là-dessus, les universités, en co-construction vraiment avec les associations étudiantes, ont tout leur rôle à jouer. Donc là, ça a touché quand même 185 000 étudiants, 50 000 employés, puisque même les employés étaient amenés à s'engager dans cette campagne. Donc ça a été des actions de sensibilisation. Il y a eu beaucoup de campagnes contre le harcèlement, les agressions, les autres inconduites à connotation sexuelle, et donc avec beaucoup de messages d'intérêt, d'activités de prévention et d'outils de communication. Ce qu'on voit aussi dans les universités de plus en plus, c'est au travers des associations étudiantes qui créent des comités. Donc par exemple, à nouveau, je prends la nouvelle parce que je suis allée vraiment jusqu'au bout de l'exemple, en fait, qui a créé quelques années avant un comité femmes en affaires. Et donc l'idée de ce comité, c'est d'avoir vraiment des exemples pour les femmes avec donc des activités de réseautage, d'information, des événements. Il y a aussi des bourses de leadership féminin. Et ils ont aussi des ambassadeurs hommes, ce qui rejoint aussi la campagne He for She que vous connaissez peut-être également, dont je voulais parler. C'est vrai que ça a été une campagne qui a impliqué aussi beaucoup d'universités, notamment lorsqu'ils ont parlé des champions qu'il y avait eu sur cette campagne. Mais donc, on voit là aussi le rôle important qu'il peut y avoir dans la co-construction de ce genre de campagne qui ne peut fonctionner que si on a à la fois les universités, mais aussi les étudiants et l'ensemble de la communauté du territoire qui est engagée dans ces campagnes de prévention et d'engagement et qui amène ensuite de plus en plus d'universités aussi à prendre des mesures. On le voit là notamment en France et dans quelques pays, tout ce qui est campagne d'aide à la protection pour les menstruations féminines. C'est vrai qu'en faisant évoluer un peu les mentalités dans ces co-constructions, on aide en fait finalement beaucoup d'ODD parmi ces 17 grâce à peut-être au départ une petite action menée en co-construction entre les universités et les étudiants.
Oui, merci. Tu as raison de le rappeler. Évidemment, les ODD ou l'agenda 2030, ce n'est pas seulement le climat. Il y a un gros focus sur le climat, mais bien sûr, il y a toutes les questions sociétales et évidemment, l'égalité homme-femme en fait partie. Johanna, tu voulais aussi compléter sur ce point-là, égalité homme-femme, notamment une expérience avec UN Women, on t'écoute. Oui. Oui, bien sûr, parce que comme on disait, il n'y a pas que le climat, mais moi j'insiste toujours, je reste souvent dans l'ODD 5, l'égalité des sexes, bien sûr, mais également ODD 16, parce qu'on est toujours dans la promotion aussi de la paix et le rôle des femmes. Quel est le rôle que les femmes, justement, peuvent jouer pour essayer de promouvoir la non-violence? Et moi, dans le contexte où nous sommes justement au Moyen-Orient et surtout au Liban, on constate que les femmes, elles ont un rôle très, très important à jouer. Et donc, c'est pour ça que, à part les bourses qu'on essaye d'obtenir d'organismes internationaux comme par exemple le réseau des femmes médiatrices de la Méditerranée pour former justement des femmes pour qu'elles deviennent des médiatrices professionnelles. On a aussi un projet qu'on a mis en place au sein du centre de médiation en collaboration justement, Muriel, avec UN Women. Et c'est un projet qu'on a mis en place déjà depuis 2018. Et donc, en fait, c'est un projet qu'on veut inscrire justement dans la durée. Donc, il se fait en 3 temps. Parce que, premièrement, donc, nous formons des femmes de toutes les régions du Liban. Donc, on les forme bien sûr à tout ce qui est communication non violente, à la négociation. Elles ont également des ateliers de coaching. Donc, on fait beaucoup de empowerment, c'est-à-dire on essaye de les aider justement à développer cette confiance en elles et pour qu'elles puissent avoir un rôle justement à jouer au sein de la société en tant justement que des médiatrices, si vous voulez, professionnelles. Donc, d'abord, nous avons formé beaucoup de femmes donc, sur la région, donc au Liban, dans les différentes régions. Deuxièmement, ces femmes, nous les formons pour qu'elles deviennent des formatrices. Donc, on sélectionne quelques femmes qui sont en train de suivre des formations donc, de formateurs et à leur tour, elles pourront transmettre, reformer au sein de leur communauté, au sein de la société, les outils qu'elles ont appris. Et enfin, nous sommes en train de constituer un réseau donc, de femmes médiatrices. Et donc, ces femmes pourront monter des unités de médiation donc, au sein des institutions dans lesquelles elles travaillent. Donc, par exemple, on travaille dans beaucoup de municipalités aussi. Elles pourront monter des unités de médiation. Et à travers donc, ces unités de médiation, elles peuvent intervenir pour essayer de pacifier les choses, donc aussi bien donc, dans un cadre professionnel qu'au sein de leur communauté, que dans un cadre privé. Et donc là, on voit vraiment l'impact parce qu'on a beaucoup de femmes au niveau du feedback qui viennent vers nous et qui nous disent qu'elles se sentent utiles, qu'elles sentent que déjà dans leur manière d'éduquer leurs enfants qui sont finalement la future génération, elles ont des manières, si vous voulez, de parler ou de communiquer ou de dialoguer qui sont beaucoup plus pacifistes. Elles peuvent inculquer donc justement les valeurs de tout ce qui est éducation à la citoyenneté, tout ce qui est solidarité et altruisme, bien sûr. Et en même temps, elles sentent qu'elles ont un rôle bien défini quand on vient et on leur demande à ces femmes d'intervenir pour essayer de résoudre, par exemple, des problèmes de voisinage. On a beaucoup de femmes qui nous disent qu'elles interviennent pour régler des conflits de voisinage ou bien des conflits de couple. Et donc, ça leur donne beaucoup d'assurance et elles ont justement un rôle et une place importante dans ce domaine-là. En tout cas, ce que je constate au Liban dans les actions que nous sommes en train de mener. Merci, Johanna. Alors, du coup, on a pris pas mal de retard, donc je vais sauter certaines questions, mais je voudrais quand même qu'on fasse un point sur la recherche. Donc, évidemment, au-delà des dispositifs, des formations, des projets qu'on a cités, la recherche, qui est une caractéristique propre et spécifique aux universités, a un rôle important à jouer. C'est vraiment au sein des universités que se développe la recherche et elle peut évidemment contribuer énormément à l'atteinte de ce monde plus juste. Gaëlle, est-ce que tu peux nous développer un petit peu la vision de la recherche que vous avez au CRI et qui peut évidemment inspirer les universités et pour certaines qui est déjà en place? Oui, je peux volontiers parler de ce qu'on fait. Enfin, je n'ai pas la prétention d'influer quoi que ce soit, d'inspirer quoi que ce soit. Je pense qu'il y a plein d'initiatives remarquables. Je pense qu'on peut poser la question de la recherche à différents niveaux. D'une part, il y a différents sujets qui émergent très naturellement et qui donc deviennent des nouveaux objets de recherche. Donc, le dernier en date, et ce n'est pas anecdotique, en Allemagne, ils viennent de créer 7 chaires de recherche sur la mobilité centrées autour du vélo. Bon, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, ça pose tout un tas de questions sociales, économiques, donc ça devient des objets de recherche. Ce n'était pas envisageable il y a quelques années, maintenant ça l'est. Il y a un autre niveau peut-être qui est que
au-delà des champs de recherche, je dirais, traditionnels, on doit, ce que je disais tout à l'heure, créer des systèmes de recherche plus interdisciplinaires. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. Donc pour donner un exemple, notre laboratoire de recherche au CRI s'appelle le co-laboratoire. Et en fait, on fait venir des gens on les héberge pour des périodes courtes, enfin entre 6 mois et 3 ans, en fonction de leur projet. Et donc, il y a des appels d'offres, ils viennent, ils travaillent ensemble sur des sujets qui sont connexes, mais qui peuvent permettre de créer des liens. Et en fait, une des dispositions qu'on fait, par exemple, c'est que les gens qui postulent, leur proposition est ouverte aux autres candidats et à tous les acteurs du CRI. Et en fait, on regarde de façon ouverte tout ce qui est proposé et on fait des commentaires, etc. Et à l'issue d'un premier tour ouvert, ils font une deuxième proposition. Et en général, ceux qui trouvent que le processus les a enrichis sont beaucoup plus proches de notre philosophie, on va dire, et de notre savoir-faire et s'intègrent mieux dans la culture. Donc cette culture du partage systématique de ce que l'on fait est vraiment essentielle. Et ça, c'est un changement culturel au sein de la recherche qui n'est pas facile à mener, mais qui, à mon avis, est intéressant. Et ça m'amène à mon troisième point, c'est que c'est en soi un objet de recherche. En fait, si on veut élargir un peu la focale, les universités font de la recherche sur absolument tout, sauf sur elles-mêmes. Voilà. Donc là, comme on doit changer de manière de construire des savoirs, de transmettre nos savoirs, de collaborer, etc., c'est un champ en soi qu'il s'agit d'aller regarder. Et la transformation des universités, ça pourrait être un très, très beau sujet de recherche. Et ça doit devenir un très beau sujet de recherche. Donc, il y a différents niveaux, mais je pense que le plus méta n'est pas forcément le plus inintéressant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est vrai pour les institutions publiques, c'est vrai pour énormément d'organisations, on n'a pas assez de temps, d'énergie, de moyens investis dans un savoir réflexif sur nos pratiques, nos modes d'organisation et comment est-ce qu'on peut transformer ça pour être plus réactif, plus apprenant, plus collaboratif, moins émetteur, etc., etc., etc. Oui, alors c'est ça, la recherche sur l'université elle-même, par l'université, en effet, c'est un beau programme. Je trouve qu'il y a quand même déjà, en tout cas, nous, on a un doctorant à l'AUF qui travaille sur qu'est-ce que c'est qu'une université responsable. Il est lui-même doctorant à l'université, donc il observe un petit peu comment son université fonctionne. Est-elle responsable? Qu'est-ce que ça veut dire ou pas? Donc, il y a quand même des petites frémissement autour de ce sujet-là. En effet, c'est très intéressant. Et puis, il y a quand même tout un mouvement que vous, au CRI, au campus AFD également et dans de nombreuses universités, tout ce qui tourne autour de la science pour la durabilité, donc la recherche autour de la durabilité, évidemment, se développe et se renforce sur tous les continents. Et c'est une bonne chose évidemment également pour faire avancer l'agenda 2030. Alors, il nous reste 2 points à aborder, un point sur les étudiants et un point sur l'entrepreneuriat social. Je voudrais juste faire écho à toutes vos questions. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires et de questions dans le chat, enfin, dans le question-réponse. Yves Tremblay, un collègue de nos réseaux AUF depuis Montréal, qui insiste sur le rôle des étudiants. Il a bien raison, on va encore en parler. Et puis Amadou du Sénégal, qui est un collègue aussi AUF, qui salue les expériences françaises et demande qu'en est-il en Afrique. Évidemment, il y a également des expériences en Afrique. On aura dans le webinaire de jeudi quelques exemples repris, notamment sur le Moyen-Orient, sur l'océan Indien, et qui permettra d'élargir un petit peu les exemples sur d'autres continents que le continent européen. Il y a bien sûr des projets, je peux citer par exemple des projets que l'on porte, qu'on soutient à l'AUF au Tchad, au Burundi, qui sont menés par notre bureau Afrique centrale et qui sont tout à fait dans la science de la durabilité, qui sont très intéressants. Donc, il y a quand même des initiatives, bien sûr, remarquables, mais qui sont peut-être moins connues ou moins diffusées. Mais en tout cas, elles existent partout, ça c'est certain. Alors, concernant les étudiants, donc, je vais donner la parole à Florence en quelques mots, s'il te plaît, nous parler peut-être de l'exemple de Pour un réveil écologique, qui est un mouvement étudiant très particulier, qui est quand même aussi, qui fait beaucoup entendre parler de lui. Puisque tout à l'heure, on a déjà parlé du REFED et de la COP2. Le REFED, attention au sigle, c'est le réseau des étudiants français pour le développement durable, la CED, la semaine d'enseignement au développement durable. Et donc, je te laisse dire quelques mots sur l'association étudiante Pour un réveil écologique.
Oui, puisque Gaëlle Menguy l'a rappelé, on a vraiment une très forte mobilisation étudiante et véritablement, on ressent une pression de leur part auprès des pouvoirs publics pour que les enseignements et le fonctionnement des campus évoluent vers l'atteinte des objectifs de développement durable, mais de façon plus soutenue, on va dire. Et donc, effectivement, donc c'est le collectif pour un réveil écologique qui est, lui, particulièrement engagé aussi pour répondre à l'urgence socio-écologique en s'appuyant sur les ODD. Et à son origine, il y a eu donc le manifeste étudiant pour un réveil écologique, signé quand même par 30 000 étudiants, et qui exprimait vraiment leur volonté de prendre en main leur avenir, en intégrant dans leur quotidien, mais aussi dans leur métier futur, les enjeux écologiques, et en appelant aussi au réveil de la société, le nom de leur collectif. Ils ont récemment lancé donc, le Grand Baromètre de la transition écologique, donc une enquête nationale sur la prise en compte de l'écologie, des objectifs de développement durable dans l'enseignement supérieur, et vraiment pour aider les établissements à réaliser un état des lieux en fait sur cette question, et on peut trouver tous les résultats de cette enquête sur leur site. Ils sont donc plus particulièrement engagés sur les formations et le choix d'un emploi, et ils ont rencontré de nombreux acteurs économiques, des dirigeants de grandes entreprises pour leur expliquer leur engagement et leur dire qu'ils ne prendraient pas des postes dans des entreprises qui n'intégreraient pas les principes des objectifs de développement durable. Et puis, ils proposent aussi des outils concrets pour aider les étudiants à mobiliser leur école, leur université, et pour mieux se former au sujet aussi touchant aux objectifs de développement durable, et aider aussi les jeunes diplômés quand ils ont les entretiens, des questions à poser aux employeurs par rapport à ce sujet-là. Donc, je vous mets aussi le lien vers ce collectif. Merci Florence. Oui, il y a énormément de collectifs étudiants. Il y a aussi les nouveaux alumni for the Planet. Il y en a aussi dans plusieurs écoles, grandes écoles. Il y a la COP2 étudiante, comme l'a signalé Gaëlle. Donc, il y a énormément d'initiatives étudiantes très puissantes et, comme disait Florence, qui font pression. Et ils ont bien raison. Et souvent, c'est les étudiants qui font bouger les établissements. Et donc, on est tout à fait d'accord avec ça et on les soutient. Donc, allez-y, les étudiants, continuez ce mouvement-là. Alors, juste, Johanna, si tu peux faire en quelques mots aussi, nous parler des étudiants libanais aussi, qui sont très engagés également. Oui, alors nos étudiants sont très engagés, surtout avec la crise que nous sommes en train de traverser au Liban, comme vous connaissez, sanitaire, sécuritaire. Donc, on est vraiment dans une situation qui est très, très difficile. Et déjà, nous, au niveau de l'USJ, notre mission, c'est vraiment d'aider donc, les autres. Et il y a une très, très forte mobilisation de tous les étudiants pour aider, surtout après l'explosion aussi du 4 août. Donc, on a par exemple un projet qui s'appelle USJ en mission. Et donc, ce sont les étudiants de l'USJ et aussi les enseignants, mais surtout les étudiants qui vont donc auprès des citoyens, qui leur donnent donc tout ce qui est alimentaire, qui ont aidé suite à l'explosion, par exemple, du 4 août, ils ont aidé à déblayer, à reconstruire, à restaurer, parce que vous savez donc tout ce qui s'est passé. Et donc, ils continuent justement ces missions. On a aidé déjà plus de 3000 familles et on est encore en train de continuer à aider. Et ça, c'est vraiment les étudiants. C'est une très grande mobilisation des étudiants de l'Université Saint-Joseph. Super. Merci. Oui, c'est sûr que vraiment, le Liban, comme vous le dites vous-même, souvent, vous êtes dans une situation de multicrise. Oui, mais je voudrais dire aussi une chose qui est très importante, c'est que les étudiants, il ne faut pas leur donner simplement des concepts. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils puissent aller sur le terrain, justement, en créant ces projets humanitaires. Ça leur permet finalement de mettre en pratique. Et c'est au contact des citoyens et c'est au contact, en fait, de ces personnes qui peuvent vraiment réaliser c'est quoi aider les autres. Vous voyez, ce n'est pas simplement un concept, mais c'est vraiment en allant sur le terrain et en les aidant réellement et d'une manière très concrète. Et ça, c'est important de créer justement ces projets humanitaires. Oui, alors l'agenda, il est vraiment ancré dans la réalité, comme on disait tout à l'heure, la science au service de la société, c'est-à-dire de problèmes sociétaux qui seront résolus en multi-acteurs, en collectif, comme on l'a dit plusieurs fois. Et comme tu le dis là, c'est un exemple tout à fait concret. Les étudiants voient un problème concret de leur territoire et cherchent ensemble une solution et l'amènent avec les parties prenantes et les bénéficiaires.
Donc, du coup, ça fait un lien parfait avec l'entrepreneuriat social, hein, Sarah. L'entrepreneuriat social, c'est une autre dimension qui se développe de plus en plus dans les universités et qui est très proche de ce que tu viens de décrire. Sarah, qui est spécialiste de ces questions, donc en quoi l'entrepreneuriat social et les projets à impact positif qui seraient développés ou qui sont déjà développés au sein des universités participent donc de la construction de citoyens responsables et évidemment participent à l'agenda 2030 et sont une opportunité et pour les étudiants et pour les universités. Oui, la transition était parfaite. Ouais. Je me suis notée au contact sur le terrain. C'est vraiment ça l'idée, c'est de partir des problématiques qu'il y a pour en faire une innovation sociale et donc une résolution d'un modèle particulier qui répond aussi, on en a beaucoup parlé, en fait, à une aspiration notamment de la jeunesse, mais aussi parfois d'étudiants un peu plus âgés, qui sont en quête de sens. Alors, je prends mon petit papier parce que je l'avais, donc c'était un sondage en France là, que j'ai, qui a été fait en 2020 au Salon des entrepreneurs. Et donc, 95% des étudiants estimaient important, voire prioritaire, que leur travail ait du sens. Et donc, forcément, là-dessus, on arrive sur des modèles un peu différents, notamment lorsqu'on a envie de monter son projet, de ne plus être que dans le concept, mais d'aller tester son projet dans la réalité. Et pour ça, les universités sont un acteur très important. On le voit à la fois dans les programmes, en fait, avec des chaires d'entrepreneuriat social qui commencent vraiment à se développer. Il y en a tous les mois qui sortent. Ça peut être aussi à travers des MOOC, des webinaires en ligne qui se sont multipliés cette dernière année. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'étudiants qui veulent aller un peu plus loin que leur seul projet dans une association étudiante ou un petit comité, d'être dans des simulations de parlement, de conférences climat. Et en fait, ils trouvent dans l'entrepreneuriat social le moyen en fait, de réaliser leur action et d'avoir tout de suite une implantation au niveau de leur territoire avec des conséquences directes. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'incubateurs dans le monde et il y en a beaucoup qui, en fait, ont vu, par exemple, leurs parents avoir des problématiques de sécheresse dans les terres et donc il y avait des ingénieurs, grâce à leur université et un incubateur, qui ont développé une application qui leur permettrait de suivre, en fait, le niveau d'eau, tout simplement, de la réserve et donc, ensuite, de permettre à leurs parents de continuer à vivre des terres sur lesquelles ils ont vécu. Et donc, on voit de plus en plus d'universités et d'étudiants qui sont en demande de ces programmes d'entrepreneuriat social, ce qui permet aussi à des réseaux, donc comme l'AUDF, à travers notamment le programme Saphir, mais aussi, par exemple, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui avait réalisé en 2019 une première rencontre francophone de l'innovation sociale. On voit qu'il y a beaucoup en fait, d'initiatives qui sont prises par ces réseaux, mais c'est vraiment pour répondre à cette quête de sens en fait, qui est arrivé l'entrepreneuriat social, qui permet à la fois d'avoir quand même un certain modèle économique qui permettra à ces étudiants tout simplement de pouvoir vivre de leur passion à travers leur travail et en même temps de réaliser une cause sociale qui leur permette d'atteindre l'agenda 2030. Je prends aussi comme autre exemple tout ce qui est tourisme durable. On a beaucoup d'étudiants qui commencent à se dire que prendre l'avion, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Et donc, il y a beaucoup en ce moment d'étudiants qui commencent à se poser la question de « Ok, mais je veux voyager, mais de façon durable ». Et donc, je suis certaine qu'il va y avoir de plus en plus de projets comme ça qui vont se développer et qui permettent aussi tout simplement à des collectivités de revivre parce qu'il y a des étudiants qui veulent finalement aller s'implanter près de la terre de leurs parents ou de leurs grands-parents et de refaire vivre aussi ces petits villages. On a beaucoup d'initiatives qui peuvent arriver, que ce soit en France, mais aussi partout dans le monde, sur vraiment la renaissance des territoires. Et je crois qu'avec la crise du Covid, on a bien vu que parfois la ville, c'est bien, mais ça a aussi ses inconvénients. Et en fait, c'est vraiment cette idée qu'il y a derrière l'entrepreneuriat social. J'ai un problème qui peut être économique, environnemental, sociétal, et j'ai une solution. Comment est-ce que je le fais vivre à travers un certain modèle économique qui n'est pas que pour le profit. Donc, c'est vraiment une voie d'avenir et forcément, les étudiants l'ont bien senti. Et donc, les universités, elles aussi, adaptent leur parcours. Et c'est vraiment important d'avoir aussi des incubateurs au-delà de la recherche, aussi d'avoir des incubateurs dans les universités qui vont leur permettre de développer leurs projets, mais en étant vraiment accompagnés, parce qu'on a aussi parfois la problématique de, à la suite de l'incubation, qu'est-ce qui se passe? Je suis lâchée dans la nature. Et lorsqu'on a créé, c'est un peu ce cocon grâce à cette université, ils ne sont pas lâchés dans la nature, ils sont accompagnés jusqu'au bout de leur projet et ça leur permet ensuite à la fois de résoudre le problème pour lequel ils ont créé leur entreprise, mais aussi d'aider tout un écosystème local et parfois non familial.
Oui, oui, merci Sarah. Tu as, un petit grésillement dans ton micro, hein, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait du vent, je ne sais pas pourquoi. Oui, hein, donc les incubateurs universitaires, ils existent et il y a de plus en plus d'incubateurs qui ont une casquette incubateur social ou incubateur à impact. On a aussi des universités qui développent des incubateurs sociaux dès le départ, c'est-à-dire qui vont répondre à des problèmes sociétaux comme tu l'évoques très bien. Et ces incubateurs sont en train de se développer, notamment comme tu le citais pour l'AUF avec le programme Saphir. Il y avait auparavant le programme Saphir Campus qui continue, le programme INTI Campus. Au Moyen-Orient, il y a également des initiatives. Il y en a aussi en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc l'entrepreneuriat social s'installe de plus en plus à l'université et c'est une autre façon, un autre modèle qui peut être développé par l'université et qui va contribuer à l'agenda 2030 de façon efficace et, comme on l'a dit, collaborative, en mettant en générant à la fois des savoirs, des savoir-être et tout ça lié au territoire, à l'écosystème de l'université. Donc ça, en effet, ce sont des projets ou des outils que les universités peuvent mettre en place et qui va les amener à contribuer à l'agenda 2030. Alors, merci à tous. Je vous propose qu'on passe à quelques questions. Il y en a une que j'ai retenue, qui est intéressante. Comment la personne posait la question de la recherche. Comment concilier la recherche qui se développe et se réalise sur un temps long avec l'urgence qui est là tout de suite maintenant, hein, c'est-à-dire comment concilier les deux. Alors, peut-être Gaëlle ou Sarah pour répondre à cette question. Oui, vaste sujet, et ça fait le lien avec une autre question qu'on a après sur la recherche fondamentale, qui est évidemment absolument essentielle. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a des filières de recherche qui fonctionnent très bien et qui s'inscrivent dans le temps long, et il ne s'agit pas d'y toucher. Il ne s'agit pas de tout transformer. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est de créer des dispositifs de recherche-action, par exemple, complémentaires, d'avoir des mécaniques interdisciplinaires qui permettent de mettre en relation des gens qui ont ces connaissances très pointues dans des domaines particuliers. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie autour de la recherche à faire et puis des nouveaux champs de recherche à créer, des nouveaux dispositifs de recherche à créer qui viennent en complément. Je ne suis pas sûr que toutes les recherches d'aujourd'hui soient vraiment nécessaires, mais un grand nombre le sont absolument. Donc, il y a peut-être aussi à rééquilibrer un petit peu combien on consacre à la recherche fondamentale sur des sujets qui sont essentiels et combien on consacre à des recherches qui sont peut-être plus appliquées, mais qui sont devenues aussi essentielles. Ce n'est pas les mêmes patents, ce n'est pas les mêmes objectifs sociaux. La science doit se structurer. Sarah, est-ce que tu veux compléter, Sarah Marliès? Ou sinon, je prends une autre question. Oui, vas-y. Rapidement, juste pour dire qu'effectivement, je rejoins complètement ce que dit Gaëlle et j'ajoute que monter ces processus de recherche participatifs, collaboratifs, quand c'est pertinent, c'est à la fois extrêmement pertinent parce qu'on est sur de la co-construction de la question de recherche, on est sur quelque chose de très en lien avec les besoins et donc on contribue à mettre la recherche au service de la société, donc tout ce sujet autour de renforcer l'impact sociétal de la recherche. Et puis, on est dans des processus apprenants, des collectifs apprenants où on apprend les uns les autres. Donc, c'est vraiment des nouvelles manières de faire de la recherche qui sont très vertueuses à beaucoup de points de vue. Donc, nous, on les utilise dans cet objectif de renforcer les compétences des uns et des autres dans le cadre de collectifs apprenants. Voilà. Merci. On va prendre deux autres questions. Donc, une question aussi, j'ai envie de dire, presque politique ou philosophique. En effet, les ODD, donc, comme on l'a rappelé à plusieurs moments, c'est trouver des solutions à des problèmes locaux, localisés, très concrets, mais en même temps, évidemment, c'est lié à des problématiques mondiales, globales. Hein. Le climat, ce n'est pas parce que sur une zone ou un pays, on va travailler le climat. Si le reste du monde ne s'en occupe pas, ça va pas suffire. Donc,
comment travailler à la fois localement et mondialement. Là, j'ouvre peut-être Sarah Prince, tu voudrais proposer quelque chose dans le cadre de l'Alliance Pack for Impact, par exemple. Oui, je pense que c'est... Je sais pas si vous m'entendez bien, je mets le micro un peu on t'entend. Oui, je pense que c'est justement le grand défi. Il y a beaucoup de gens qui voient les ODD comme le grand machin onusien, alors qu'en fait, il y a vraiment des côtés très proches du terrain, proches des citoyens qui doivent être réalisés. Donc, il y a tout un travail d'éducation aux ODD, d'éducation au développement durable à faire, et ce, dès le plus jeune âge. Je pense que la génération qui sont aujourd'hui arrive à l'université va servir aussi à ce changement de paradigme et de société. Et l'autre chose, c'est aussi de faire la démonstration par la preuve. C'est sûr que je prêche la paroisse de l'économie sociale et solidaire dans ces moments-là, mais le fait qu'on puisse démontrer qu'il y a des solutions qui, au début, sont testées au niveau local et peuvent être ensuite mises à l'échelle et transposées dans d'autres territoires, démontre que parfois, une petite chose peut amener à un grand changement. Et donc, c'est l'idée, effectivement, de cette alliance, notamment Pack for Impact, d'avoir vraiment du partage de bonnes pratiques et ensuite de la mise à l'échelle de ces solutions qui peuvent être assez significatives pour beaucoup de territoires lorsqu'on décide d'y mettre les moyens et de vraiment les faire passer à l'échelle au niveau international. Après, c'est sûr que ça dépend aussi vraiment de la co-construction. Donc là, c'est plutôt l'ODD 17. Mais on n'arrivera pas à ces changements de paradigme si on n'a pas les citoyens, les chercheurs, les politiques, les autorités locales, nationales, les universités, etc. Tout le monde qui se met vraiment à travailler de concert pour ce changement global. Je pense que les dernières élections aux États-Unis démontrent à quel point il peut y avoir un changement brutal lorsqu'il n'y a pas la volonté politique. Ça reste nécessaire, mais si le citoyen n'en prend pas conscience et ne change pas non plus ses propres petites habitudes, on va avoir du mal à résoudre, là je fais la boucle avec l'introduction de Sarah, mais à tous nos grands défis, d'où l'importance aussi pour les étudiants aujourd'hui dans les universités de comprendre ce côté co-construction et partenariat qui est nécessaire, coalition, pour pouvoir ensuite, dans leurs propres entreprises, dans leur propre métier plus tard, bâtir ces politiques publiques durables s'ils vont dans le secteur public, mais aussi de bâtir ces coalitions publiques-privées s'ils vont dans les entreprises privées. Oui, donc ta réponse est un petit peu les deux, mon capitaine. On travaille à la fois localement et puis globalement, évidemment, sur le plan politique. Et ça rejoint aussi ce qui a été dit par vous tous, du collaboratif, d'inclure toutes les parties prenantes pour que ce soit efficace. Alors peut-être une dernière question en revenant au départ sur la formation, qui est quand même aussi le cœur à l'université. Et donc les étudiants, les enseignants qui nous écoutent se posent la question. Est-ce que, par exemple, Johanna, dans ton université, il y a déjà des modules transversaux qui sont intégrés pour toutes les filières, par exemple, sur l'agenda 2030 ou pas encore? Ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est un souhait? Et puis, Florence conclura là-dessus aussi. C'est un travail qui est en train d'être fait en France, mais qui, pour l'instant, n'a pas abouti. Donc, comment allons-nous nous en sortir? Johanna. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a déjà introduit, il y a des matières qui sont introduites dans le cursus universitaire, que ce soit au niveau de l'éducation à la citoyenneté. Il y a même un guide qui a été élaboré pour l'étudiant, pour le guide de l'étudiant et de la citoyenneté. Il y a des matières, tout ce qui est médiation, tout ce qui est communication non violente. Et on est en train d'introduire également encore d'autres matières, parce que c'est très important, dès la première année, justement, qu'ils soient éduqués, qu'ils soient conscientisés et éveillés avec les concepts, mais ensuite pour qu'ils puissent préparer des projets à mettre concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est très important et on travaille dessus, justement, à l'université. Merci. Florence? Oui, et chez nous, donc là, on était plus sur l'enseignement supérieur, donc j'en ai pas parlé, mais il faut savoir qu'au ministère de l'Éducation nationale, ils viennent de sortir un vadémécum sur l'éducation au développement durable et qui est un véritable guide pratique pour bien intégrer les objectifs de développement durable tout au long du cursus. Ils font des expérimentations pour avoir une continuité pédagogique d'intégration des enjeux de développement durable de la maternelle jusqu'au lycée. Et ils participent maintenant, ils vont collaborer aussi au groupe de travail sur l'enseignement supérieur présidé par Jean Jouzel pour coordonner toutes ces évolutions. Et nous, on travaille aussi au ministère avec les écoles d'enseignement supérieur qui sont sous notre tutelle
Et on travaille aussi à l'intégration des enjeux d'objectifs de développement durable. Et certaines écoles ont déjà largement testé un nouveau référentiel de compétences, alors bien sûr plus appliqué à leur formation, que ce soit ingénieur ou autre, mais on a le Shift Project qui accompagne toutes les écoles de l'INSA chez nous, des écoles d'ingénieurs pour totalement révolutionner leur grille d'enseignement dès la rentrée prochaine pour intégrer, comme vous l'avez dit Muriel, de façon transversale les enjeux de développement durable dans tous les enseignements. On a un foisonnement d'actions sur ce sujet. Donc, les premières recommandations du groupe de Jean Jouzel sont sorties. On attend la seconde phase, mais les étudiants poussent et on a vraiment des expérimentations maintenant et des référentiels qui commencent à sortir, qui sont très intéressants. Et Gaëlle l'a rappelé, la COP2, tout cela essaye de se fédérer. Je pense que c'est foisonnant et qu'avec le milieu de la recherche qui s'y met aussi, on peut être optimiste, même si ce n'est pas simple. Ah oui, hein, les universités sont des grosses structures, parfois des méga structures, hein, donc c'est très difficile de changer tout ça. Excuse-moi, Muriel, je voulais juste dire aussi une chose, mais je sais que Carla va en parler, c'est pour ça que je ne voulais pas trop intervenir. Mais nous, on a introduit en fait aussi à l'université, mais elle en parlera, Carla, c'est pour ça. Les différentes facultés maintenant, aujourd'hui, sont en train d'introduire justement ces notions d'ODD. Donc, on a aussi, enfin, Carla vous en parlera de manière plus élaborée jeudi. Jeudi, voilà. Donc, tu fais bien le pont. Donc, je vous remercie. Je veux pas qu'on a déjà bien dépassé le temps. Je vous remercie d'être resté. Je remercie aux 200 participants hein, qui nous ont rejoints un petit peu des quatre coins de la francophonie. J'ai vu des personnes de Conakry, du Canada, du Sénégal, d'Asie, d'Europe centrale. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Évidemment, les webinaires seront accessibles en replay sur la chaîne YouTube de l'AUF pour tout ce qui concerne les projets, les webinaires, les actions menées par l'AUF. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site hein, auf.org. Pour tout ce qui concerne les actions menées par le programme Actif, qui est donc dédié à l'agenda 2030, il a son site dédié actif.auf.org sur lequel vous pouvez voir également toutes les actualités des universités engagées et des partenaires engagés également. La suite de ce webinaire aura lieu ce jeudi à la même heure. Vous pouvez retrouver le lien sur la même page sur laquelle vous étiez. Et puis, Katinka, je pense, l'a mise dans le chat. Et donc, le 15 avril, nous allons vraiment nous plonger dans des exemples concrets d'universités qui ont, avec leur plan d'établissement global, transformé ou sont en cours de transformation de leur établissement pour atteindre les ODD et donc pour contribuer à ce monde plus durable et plus juste. Et là, j'espère qu'avec ce premier webinaire, on a tracé un petit peu un panorama général de l'urgence qui est vraiment, je crois, a été clairement exprimé. Et puis des leviers que les universités peuvent utiliser pour avancer vers cette transformation nécessaire pour répondre aux enjeux socio-environnementaux qui se posent actuellement et qui vont ne faire que s'aggraver. Donc, voilà, une dernière chose, je vous invite aussi, l'AUF organise avec le RRI, son partenaire, le réseau de recherche et d'innovation, le 31 mai prochain, une journée complète sur l'université responsable, justement, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être une université responsable aujourd'hui? Que fait une université responsable? Comment agit-elle? Comment travaille-t-elle? Avec qui, etc. Donc, cette question sera aussi abordée sur une journée avec différents intervenants francophones le 31 mai prochain. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Muriel, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.